Bonjour à tous, ravi d'être avec vous sur France Info. Merci d'être avec nous. Et à l'approche des grandes vacances, c'est un premier week-end de départ perturbé dans les airs. Le mouvement de grève se poursuit dans les aéroports avec des dizaines de vols annulés à Roissy ce matin. Et des vacances qui risquent d'être perturbées également par la reprise épidémique. La 7e vague de Covid se confirme entre la forte hausse des hospitalisations, une augmentation des décès, mais toujours pas de mesures restrictives pour le moment. Et puis en Ukraine, les combats s'intensifient avec les forces russes. Nous irons sur la ligne de front dans le Donbass où les affrontements font rage avec de lourdes pertes côté ukrainien. Et ce premier week-end de juillet qui donne le coup d'envoi des départs en vacances. Mais dans les aéroports, la situation risque d'être compliquée. La grève se poursuit à Roissy. Un vol sur 5 est annulé. Les salariés qui demandent, entre autres, des augmentations de salaire. Nathan Ramaris. Une nouvelle matinée difficile pour ces voyageurs. À l'aéroport de Roissy, la grève des salariés impacte le trafic aérien. Près d'un vol sur 5 est annulé, alors certains vacanciers ont choisi d'arriver plus tôt, avec l'espoir de voir leur vol maintenu. On a quand même été pris dans les bouchons, plus les bouchons que la grève. Je ne sais pas si les bouchons sont dus à la grève. Et pour l'instant, le vol, en tout cas, nous est confirmé. J'ai eu la confirmation hier que mon vol sera à l'heure. Et donc, je me suis rassuré. Là, j'ai regardé, donc c'est marqué c'est à l'heure. Donc, il n'y a pas d'annulation. Depuis plusieurs semaines, les salariés du groupe Aéroports de Paris demandent une hausse de 6% de leur salaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. Pour l'heure, la direction ne leur aurait proposé que 4% au 1er juillet. Quand on voit la montée de l'inflation et la cherté de la vie, nous ne pouvons que demander une augmentation des salaires. C'est la première fois que je vois dans les aéroports des salariés qui dorment dans leur voiture pour ensuite travailler le lendemain. Et c'est devenu de plus en plus déplorable. Les syndicats alertent également sur le manque de personnel. Au commencement des vacances d'été, les aéroports parisiens fonctionneraient avec 20% d'effectifs en moins qu'avant la pandémie. Et dans les aéroports, comme sur la route, il va falloir être patient. Aujourd'hui, regardez, Bison Futé, voie orange dans le sens des départs, évidemment, ce samedi. Une circulation particulièrement dense partout en France. Demain, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes que ça risque de coincer. Et si vous aussi, vous avez prévu de prendre la route, il va falloir voir votre budget à la hausse avec la flambée des carburants, de l'énergie. En voiture comme en train, c'est le portefeuille qui est impacté. On fait le point avec Chloé Barbeau. Après plusieurs heures sur la route des vacances, c'est l'heure de la pause. Pour moi, celui-là ? Oui. Pour rejoindre la Provence, cette famille parisienne a choisi la voiture. C'est un endroit où on va en voiture parce qu'on a toujours un minimum de bagages. C'est à 800 km de chez nous quand même. La voiture, un moyen de locomotion pratique, mais de plus en plus cher. C'est vrai que les budgets augmentent, que ce soit l'autoroute ou l'essence, mais non, le choix est fait. Ah, on va frôler les 100 €, hein. Ça commence à faire cher. Ouais. On fera un resto en moins. Hein. Plus économique et plus écologique, le choix du train. On a pu partir en voiture, mais évidemment c'est quand même beaucoup plus cher, donc on essaye de réfléchir un peu autrement, quoi. On n'aime pas conduire et pour l'environnement aussi, on pense qu'il vaut mieux privilégier les moyens de transport comme le train que la voiture. Cet été, malgré le coût des carburants, 3 Français sur 4 partiront en vacances en voiture. Et cet été, il va falloir aussi composer avec le Covid. Le rebond épidémique se confirme. Les indicateurs virent au rouge. Hier, 125 000 nouveaux cas ont été recensés en France. Les détails avec Aurélie Schiller. Avec 125 066 personnes contaminées en 24 heures au 1er juillet et une augmentation des cas de plus 57,8% en 7 jours, l'épidémie de Covid-19 s'inviterait-elle pour les vacances ? La semaine du 20 au 26 juin, le taux d'incidence a augmenté de 53% contre 29% la semaine précédente. À l'hôpital aussi, les malades du Covid sont de retour. Plus de 4 800 hospitalisations sur les 7 derniers jours, soit une hausse de 26% en une semaine. Au total, 15 839 personnes sont actuellement hospitalisées. Des taux d'hospitalisation particulièrement élevés chez les 80-89 ans et les 90 ans et plus. Les médecins redoutent la saturation des hôpitaux.
On est dans un cercle vicieux et c'est ce cercle-là qu'il faut casser enfin. Donc nous attendons une sorte de Big Bang. Nous ne voulons pas des petites mesurettes pour plâtrer à droite et à gauche, mais une remise en question de l'ensemble du système en associant les soignants à la gestion. Cette 7e vague de Covid s'explique par l'arrivée du sous-variant d'Omicron, le BA5, devenu majoritaire, encore plus contagieux que les précédents. Pour réduire les risques, les autorités sanitaires incitent donc les plus fragiles à mettre à jour leur schéma vaccinal. À ce jour, seuls 25,5% des 60-79 ans et 31,3% des 80 ans et plus éligibles ont reçu leur seconde dose de rappel. Le pic de contamination est attendu au cours du mois de juillet. Les spécialistes recommandent donc aux Français de porter le masque dans les lieux publics clos, mal aérés, comme les transports en commun. Au chapitre politique à présent, l'heure est au remaniement pour le gouvernement. Il devrait être annoncé en début de semaine prochaine, avant mercredi, où Elisabeth Borne prononcera sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée. Alors, à quel changement faut-il s'attendre, Muriel Rosselin? Le compte à rebours est lancé. Hier soir, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron se sont rencontrés. Objectif, définir la feuille de route du nouveau gouvernement. Et premier casse-tête, la parité. La chef de l'exécutif doit remplacer les ministres battus aux législatives, en l'occurrence 3 femmes, Brigitte Bourguignon à la santé, Justine Bénin, secrétaire d'État chargée de la mer, et Amélie de Montchalin à la transition écologique. À celle-ci s'ajoute la ministre des Outre-mer, Yaël Braun-Pivet, élue à la présidence de l'Assemblée nationale. Autre inconnu, Damien Abad sera-t-il maintenu aux solidarités, alors que le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative de viol? La question se pose aussi pour la secrétaire d'État, Chrysoula Zakharopoulou, accusée de violences sexuelles. Certains portefeuilles sont encore vacants, comme ceux du logement, des transports ou du numérique. L'exécutif promet encore cette fois un gouvernement resserré sur une trentaine de postes au total. Ils sont déjà 29 aujourd'hui. Le remaniement aura lieu au plus tard en début de semaine prochaine. Il sera suivi d'un conseil des ministres et du discours de politique générale. Un nouveau gouvernement qui pourrait être élargi après les résultats des dernières législatives avec une ouverture à gauche comme à droite parmi les nouveaux ministres. Prisca Thévenot, porte-parole Renaissance et députée des Hauts-de-Seine, était l'invitée de France Info ce matin. On l'écoute. Il s'agit d'avoir une équipe unie et soudée, bien évidemment avec des différences, et je le souhaite, qu'il y ait peut-être un peu plus d'élargissement, toujours plus d'élargissement. À droite ou à gauche? Élargir à droite ou à gauche? À voir. Encore une fois, je suis pas sûre qu'il s'agisse de dire on va faire 2 à droite par ici, 3 à droite. Il s'agit pas de faire des mathématiques, mais de la politique. Donc oui, élargissons encore une fois sur le principe d'un socle commun. Restons dans la droite ligne de nos valeurs républicaines. On part à l'étranger, en Ukraine. Après la frappe meurtrière sur Odessa hier, les affrontements continuent de s'intensifier entre l'armée ukrainienne et les forces russes. Des combats concentrés essentiellement dans le sud et l'est du pays, notamment autour de la ville stratégique de Lysychansk. Le reportage d'Antoine Delcourt. Forêt du Donbass, un camp tenu par des soldats ukrainiens. Chaque jour, l'armée russe se rapproche un peu plus d'eux. Voici d'ailleurs les derniers missiles tombés à proximité. Non loin de là, les bruits de tir. Pour se défendre, ces militaires disposent de ces armes, fournies au début de la guerre par les alliés occidentaux. Mais aujourd'hui, à ce stade du conflit, elles ne sont plus adaptées. Vous pouvez l'entendre. Pour un tir de notre part, ils en font 10 ou 20. C'est parce que nous manquons d'artillerie. Dépassés en armes, mais aussi en nombre. Bien sûr qu'ils arrivent. Ils sont beaucoup plus nombreux. Non loin de là, l'offensive russe touche aussi Sloviansk, une ville clé du Donbass. Ici, une frappe a touché un commerce. À l'extérieur du supermarché, 6 personnes ont été blessées. Un peu plus loin, un immeuble touché lui aussi par une bombe. Un civil est mort et beaucoup sont terrifiés. L'explosion a projeté des débris sur mon lit. Chaque nuit, j'essaie de couvrir le bruit avec un oreiller. Des explosions toujours plus fortes et plus nombreuses qui, dans cette autre ville à quelques kilomètres de là, ont ravagé presque toutes les maisons. En Iran, tôt ce matin, un séisme a frappé le sud du pays, séisme de magnitude 6. On retrouve Rassan Basile, journaliste de la rédaction de France 24. Un premier bilan fait état d'au moins 5 morts sur place.
Ouais, la secousse de magnitude de 6,1 sur l'échelle de Richter est survenue dans une zone située à 100 km au sud-ouest du port de Bandar Abbas, capitale de la province où vivent 1,5 million d'habitants. Les gens ont passé la nuit dans la rue après le séisme et les longues files d'attente se sont formées devant les stations-service. Il faut savoir que d'importantes lignes de failles géologiques sillonnent l'Iran depuis toujours, le pays ayant subi plusieurs tremblements de terre dévastateurs ces dernières années. En 2003, un tremblement de terre de magnitude de 6,6 dans la province de Kerman a coûté la vie à 31 000 personnes et rasé la ville antique de Bam. Située en bordure de plusieurs plaques tectoniques, l'Iran est une zone de forte activité sismique. Le tremblement de terre le plus meurtrier qu'a connu le pays a été un séisme de magnitude de 7,4 survenu en 1990, tuant 40 000 personnes dans le nord du pays. Merci beaucoup Hassan Basile en direct depuis la rédaction de France 24. Au Mexique, l'enfer des migrants qui tentent de traverser la frontière américaine continue. Ils sont des milliers chaque jour à tenter de se rendre vers les États-Unis. Un périple parfois au péril de leur vie. Florent Boutet. Ils sont des milliers, de nuit comme de jour. Venus de toute l'Amérique latine, ils traversent la frontière entre le Guatemala et le Mexique pour remonter vers le nord. Leur objectif, rentrer coûte que coûte aux États-Unis, et tant pis s'il leur faudra prendre des risques, comme les migrants qui sont morts au Texas dans le camion charnier. Avec ma famille et toutes ces personnes ensemble, nous avons ce rêve en commun, celui d'atteindre un pays libre, avec une démocratie, où l'on ne vous arnaque pas, où l'on ne vous vole pas. Toutes ces choses que nous subissons malheureusement au quotidien dans nos pays. Un espoir d'une vie meilleure devenu synonyme de tragédie pour ce père de famille du Honduras. Il vient d'apprendre qu'une de ses filles fait partie des victimes. Je n'ai pas de mots pour vous dire à quel point je suis triste. Au Texas, avec ce mausolée fait de briques et de brocs, la communauté latino essaye tant bien que mal de rendre hommage à ceux que tout le monde ici présente comme des frères, morts courageusement pour avoir tenté de rejoindre les États-Unis. On revient en France avec le 14 juillet qui approche et avec lui son traditionnel défilé aérien. Les pilotes s'entraînent d'arrache-pied pour offrir un spectacle toujours aussi impressionnant à Orléans. L'heure est à la répétition générale qu'a suivi pour nous Garo Kevorvian. C'est un défi que seul le 14 juillet peut offrir. Imaginez 90 aéronefs différents, des avions de chasse, des hélicoptères ou encore des avions cargo qui volent à quelques mètres les uns des autres. Et pour la troisième fois, la base militaire d'Orléans-Brissy accueille la crème de la crème. C'est une base qui est vraiment taillée pour. D'abord, on a un grand espace aérien. Vous savez que les bases aériennes, donc une zone qui leur est attribuée, est assez proche de ce qu'on va rencontrer le jour J au 14 juillet. Ce qui fait que Orléans est vraiment une base géographiquement assez idéale. Et puis vous voyez avec les infrastructures très modernes qui permettent d'accueillir beaucoup d'avions différents. Donc on est vraiment sur une base qui est entre autres faite pour ça. Et Orléans-Brissy a aussi son champion, le géant des airs de l'armée française, l'A400M, qui défilera au-dessus des Champs-Élysées, piloté par le commandant Renan. Je suis derrière un Airbus A330, donc c'est un vol en formation avec un avion, on va dire, avec lequel on n'a pas l'habitude de voler. Donc prendre des repères, bien tenir la position. Et ensuite, c'est vraiment l'intégration dans le flow, où là, il faut une discipline de précision, de pilotage, de timing, d'altitude, de vitesse. Au sol, les regards et les objectifs de ceux que l'on appelle les spotters sont tournés vers le ciel à la recherche du moindre détail. C'est un petit peu comme toutes les passions, on cherche le détail, la peinture différente, le petit sticker où on fête les 50 ans, les 90 ans, les 10 000 heures, les 20 000 heures, voilà, il y a plein de choses. Et une ultime répétition aura lieu le 11 juillet et survolera les Champs-Élysées pour un test grandeur nature. Et ça promet un beau spectacle. C'est un journal qui a du plomb dans l'aile à l'heure du tout numérique. Il espère bien se maintenir, le dernier journal en plomb justement de France. Le démocrate de l'Aisne qui a obtenu son classement au titre des monuments historiques. Le reportage de Rémi Vivenot et Éric Henry. Pour Cécile, c'est tout naturel, mais chaque semaine, c'est un monument historique qu'elle fait revivre. Dernière arrivée dans l'équipe du démocrate de l'Aisne à Vervins, la linotypiste coule au plomb les caractères permettant de perpétuer l'impression du journal. Ce serait tellement dommage que ça disparaisse. C'est le dernier, on dit que c'est le dernier journal imprimé au plomb d'Europe, mais peut-être potentiellement même du monde entier.
Ce serait vraiment dommage que ça disparaisse. Un grand pas vient d'être franchi pour sa préservation. La décision est officielle. Le journal, fondé en 1906, est reconnu monument historique. Une grande nouvelle annoncée ce vendredi aux membres de l'association. Ça me paraît tout à fait légitime puisque c'est un outil de travail qu'il faut préserver. Donc même le patrimoine industriel ou comme tel que une imprimerie, c'est essentiel, quoi. Je me battais pour depuis des années. Étant l'arrière-petit-fils du cofondateur du Démocrate, ça me faisait un point d'honneur de classer cette institution, si j'ose dire. Une décision porteuse d'espoir aussi pour la structure aux finances très précaires. Elle ouvre la porte à des aides, notamment pour la maintenance des machines. Le fait d'être classé, ça va nous permettre déjà d'avoir un peu des subventions par rapport à ça, donc d'alléger notre coût d'entretien des machines. Et aujourd'hui, on a 7-8 machines qui sont plus véritablement en entretien, en état de marche, et qui vont pouvoir être remises en état de marche. Cette reconnaissance pourrait aussi aider à convaincre des mécènes de financer une nouvelle page de la vie du journal. Il espère notamment pouvoir créer une galerie d'accueil pour ses visiteurs. Allez, on finit en partant sur le gazon de Wimbledon. L'aventure continue pour Caroline Garcia, la Française qui a pris sa revanche hier face à la Chinoise Shuai Zhang en s'imposant 7-6, 7-6. Caroline Garcia qui décroche ainsi son ticket pour les 8e de finale. Sa prochaine adversaire désormais sera la Tchèque Marie Bouskova. Et voilà pour votre point sur l'actualité. On se retrouve à midi.